Donc, tranquillement, là, le temps que les gens se connectent, juste avant de débuter, j'en profite, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je suis Catherine Monette, coordonnatrice de l'équipe Milieu naturel au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Puis, dans le fond, là, ce webinaire-là s'insère là, dans le projet qu'on mène depuis maintenant 3 ans, donc un projet de marketing social sur la rainette Faugrillon. C'est un projet qui est rendu possible grâce à l'initiative québécoise pour la protection et restauration de l'habitat de la rainette en Montérégie et en Outaouais. Donc, notre conférencière aujourd'hui va pouvoir vous en parler un petit peu plus de cette initiative-là. Mais grosso modo, c'est un projet qui vise vraiment à maintenir puis même bonifier toutes les activités de communication et de sensibilisation autour de la rainette Faugrillon, ses habitats et ses enjeux. Donc, le CRE, nous, spécifiquement, on mène plus le volet municipal. Donc, on a toute une série de webinaires, d'ateliers, visites terrain qu'on réalise vraiment à l'intention des municipalités et des MRC. Puis, sinon, on travaille en très forte collaboration aussi avec Véronique Vermette, qui, elle, mène tout le volet plus grand public. Donc, elle travaille très fort là, sur toutes les activités de sensibilisation, communication, éducation là, pour le grand public, en très fort partenariat aussi avec une multitude d'acteurs sur le territoire. Puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est notre 5e webinaire. Les autres webinaires qu'on a fait touchaient les thématiques. On a abordé les services écologiques de l'habitat de la rainette, les outils de mobilisation des acteurs, la connectivité écologique, puis également la gestion des espèces exotiques. Donc, pour votre info, si vous êtes intéressé puis vous n'avez pas vu ces webinaires-là, sont tous disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Puis c'est ça, mais aujourd'hui, c'est notre 5e webinaire qui va porter sur la thématique plus spécifique de la restauration des habitats de la rainette. C'est ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, donc le rallye Beaulieu. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Donc, le rallye est chargé de projet là, depuis, je crois, 2018 et Nature Action Québec, donc dans la direction restauration des milieux naturels. Donc, elle a travaillé vraiment sur une diversité de projets de restauration, aménagement, intendance, mise en valeur des milieux naturels. Elle fait partie aussi de l'équipe de coordination de l'initiative québécoise Protection, Restauration de l'habitat de la rainette. Donc, voilà. Donc, le rallye, écoute, sans plus tarder, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Attends, je donne l'autorisation qu'ils puissent ouvrir leur micro. Je l'avais bloqué au cas où. Je m'adapterai sinon. Voilà, techniquement, les gens peuvent débloquer leur micro, si jamais. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Oui, c'est bon. Oui, je vois des pouces. Parfait. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de l'accueil. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, oui, Laura Beaulieu, chargée de projet. Je travaille chez Nature Action Québec depuis 2018, en effet. Donc, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui là, pour qu'on puisse vous présenter un petit peu plus en détail une expérience spécifique là, de Nature Action Québec sur la restauration des habitats de reproduction de la rainette à Boucherville. Donc, je vais, sans plus tarder, partager mon écran. Donc, donnez-moi un tout petit instant. Donc, voilà, en théorie, vous devriez voir ma présentation. Est-ce que ça va? Oui, moi, je la vois très bien. Parfait. Donc, encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez trouvé le webinaire enrichissant. Donc, ce que j'aimerais survoler aujourd'hui avec vous, c'est tout d'abord, comme l'a mentionné Catherine, l'initiative québécoise pour la protection et la restauration de l'habitat de la rainette Faugrillon en Montérégie et en Outaouais. On souhaite discuter aussi là, des collaborations dans le cadre du projet dans le secteur Parchemin, le choix du site aussi et les objectifs visés. Je vais survoler avec vous les grandes étapes de réalisation. Comme ça, si vous souhaitez développer des projets de cette ampleur-là sur vos propriétés, vous aurez une bonne idée de ce que ça comprend. Les premiers résultats, donc c'est un projet qui est tout frais. On a réalisé les travaux cet hiver, donc on a quelques premiers résultats, mais c'est vraiment dans les prochains suivis au fil des années qu'on va pouvoir voir comment les aménagements répondent. Et évidemment, le suivi de ces aménagements-là pour la rainette. Donc,
Donc, pour l'initiative québécoise pour la protection et la restauration de l'habitat de la rainette faugrillon de l'Ouest en Montérégie et en Outaouais 2022-2026, vous comprendrez pourquoi on l'appelle gentiment le Fonds rainette. Donc, c'est un programme de mise en œuvre de la conservation qui vise la protection et la restauration de l'habitat de la rainette faugrillon de l'Ouest et de la connectivité aussi entre ces habitats d'importance en Montérégie et en Outaouais. Donc, le fonds rainette comporte deux fonds qui sont bien distincts. On a le fonds 1 qui inclut la protection, la restauration et la communication et le fonds 2 qui inclut protection et restauration. Donc, le fonds 2, lui, vise spécialement la protection de la rainette, en fait, dans la métapopulation du boisé du Tremblay à Longueuil. Donc, comme elle est décrite comme la plus importante métapopulation au Québec et qu'elle représenterait à elle seule environ 27 de l'effectif total de l'espèce en Montérégie, on a jugé cette métapopulation-là très prioritaire dans le cadre du fonds. Donc, le projet que je souhaite vous présenter aujourd'hui de restauration de l'habitat de reproduction de la rainette faugrillon de l'Ouest à Boucherville découle de cette initiative-là, tout comme le projet de marketing social dont Catherine vous parlait tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, les collaborations dans le cadre du projet, le choix du site et les objectifs. Donc, des projets de cette ampleur-là, évidemment, ce ne serait pas réaliste de les faire sans collaborer. Donc, le projet est rendu possible grâce au gouvernement du Canada qui agit par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, qui est responsable du Fonds canadien pour la nature, et tout ça dans le cadre du Fonds rainette, qui est d'ailleurs piloté par Nature Action Québec. On reçoit également un important financement de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme Fonds en danger, volet Grand Projet, du partenariat Accélérer la conservation dans le sud du Québec, qui est un cofinancement établi entre le gouvernement du Québec et Conservation de la Nature Canada. Évidemment, la ville de Boucherville participe au projet grâce au Fonds des municipalités pour la biodiversité et on a reçu un financement de l'équipe de rétablissement de la rainette faugrillon de l'Ouest. Donc, c'est un projet qui est... Oups, excusez-moi, j'ai changé vite de diapositive. C'est un projet qui est très bien entouré. En fait, on a pu mener ce projet-là grâce, en fait, à la collaboration avec Camarité Canada. Donc, les experts de la rainette faugrillon de Nature Action Québec ont bénéficié de l'expertise de Canard en création de milieux humides et hydriques. Et on a également été soutenu par le ministère et Ciel et Terre pour la conception du projet et pour toutes les étapes subséquentes également. Donc, merci à tous nos collaborateurs. Je tiens à le mentionner. Donc, la problématique, en fait, c'est que la rainette faugrillon se fait de plus en plus rare en Montérégie. Puis, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur les derniers habitats de reproduction qui sont présents dans la région. Dans le secteur où sont situés les lots visés par le présent projet, la problématique liée au déclin de la rainette, en fait, est multifactorielle. Donc, notamment, perte d'habitat associée au développement urbain et agricole, la fermeture du couvert forestier, modification de l'hydrologie, donc le remblayage, le drainage des milieux humides, présence d'espèces exotiques envahissantes, de nombreux usages interdits et les changements climatiques et bien d'autres. Donc, selon l'indice de vulnérabilité des habitats essentiels de la rainette, les lots visés ont une cote de vulnérabilité élevée, donc en raison des différentes menaces que j'ai mentionnées précédemment. Donc, le choix du site est important. Puis, il y a plusieurs éléments qui ont influencé notre choix dans le cadre de ce projet-ci. Donc, les lots sont la propriété de la ville de Boucherville, puis ils sont protégés par une servitude de conservation réelle et perpétuelle en faveur de Nature Action Québec. Puis, il y a un lien de confiance entre la ville de Boucherville et NAC qui est solide depuis plusieurs années, puis qui est maintenu aussi grâce à plusieurs mandats diversifiés. Donc, pour ces raisons-là, le contexte permet d'assurer la pérennité et le suivi des aménagements également dans le temps. Également, l'habitat possède les caractéristiques biophysiques favorables, puis les lots sont situés à l'intérieur des limites de l'habitat essentiel de la rainette. Enfin, comme elle est déjà présente au sud du site, donc nous, on veut la favoriser jusqu'au nord. On veut bonifier l'habitat, créer plus d'habitat disponible pour elle. Mais comme elle est présente au sud, ça va permettre une colonisation naturelle des étangs aménagés au fil du temps.
Donc, le projet vise à diminuer les menaces qui pèsent sur la rainette et son habitat de prédilection. On veut protéger ce qui existe, mais on veut restaurer aussi l'habitat dégradé dans le secteur de Parchemin. Puis, plus spécifiquement, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on a fait cette année, puis ce qu'on va faire jusqu'en 2027, là, donc dans le cadre du projet, créer de nouveaux étangs ou reprofiler les pentes et la profondeur de certains milieux humides existants, donc qui ont été faits cet hiver. Améliorer la connectivité entre les étangs pour rendre le site plus propice au déplacement de l'espèce. Comme vous le savez, elle est vraiment toute petite. Beaucoup de choses sont un obstacle pour elle, donc c'est important d'assurer une belle connectivité entre ces populations. Végétaliser les rives des étangs restaurés, puis évidemment, là, dans le temps, assurer le suivi des aménagements qui ont été implantés, de l'hydropériode et des populations de la rainette, voir comment elle répond à ces aménagements-là. Donc, sans plus tarder, les grandes étapes de réalisation de projets de la sorte. Donc, tout d'abord, évidemment, on doit caractériser le milieu. Donc, noter toutes les menaces, les usages, évidemment, répertorier les espèces fauniques et floristiques, délimiter les milieux humides. On veut caractériser le sol également pour s'assurer qu'on a un sol argileux qui va nous permettre la conception de ces aménagements-là. Puis, les relevés techniques, donc la topographie, le sens d'écoulement de l'eau, c'est généralement une portion qui est faite là, par la firme d'ingénierie avec laquelle vous allez travailler. Donc, dans le cadre de Parchemin spécifiquement, comme c'est une propriété qui appartient à la ville et qui est protégée par NAC, on a une équipe de gestion des propriétés qui travaille très, très fort chaque année à faire le suivi de toutes ces propriétés-là. Donc, on a déjà beaucoup de données sur la propriété. Puis là, c'était important de venir bonifier, en fait, faire une caractérisation complémentaire, affiner la délimitation des milieux humides pour être mieux à même là, de faire la conception des aménagements par la suite. Installation de sondes piézométriques et suivi de l'hydropériode, inventaire de rainettes en prévision des aménagements. Donc, évidemment, c'est important d'avoir l'état de la population au T0, puis ça va servir en fait de données pour faire le suivi dans le temps par la suite. Ensuite vient la conceptualisation du projet, évidemment en collaboration avec les partenaires. Puis ce travail-là est fait par la firme d'ingénierie. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre de Parchemin, puis c'est très, très, très important. En fait, là, on est allé vraiment visiter le site avec tous les partenaires pour vraiment évaluer toutes les options qui s'offraient à nous sur le terrain. Puis ensuite de ça, dans le cadre d'ateliers de travail, on a collaboré avec le ministère, avec la ville de Boucherville, la firme d'ingénierie Ciel et Terre également, pour évaluer toutes ces options-là, puis sélectionner en fonction de différents paramètres les options qui semblaient les plus prometteuses pour le rétablissement de l'espèce. Ensuite de ça, réviser et finaliser les plans et les devis avec les partenaires. Puis il y a toute la portion des devis avec les clauses environnementales. C'est extrêmement important que l'organisme soit impliqué beaucoup là-dedans. Comme nous, on a les notions, en fait, les exigences par rapport à la direction des aires protégées, comme on protège la propriété. C'est important de s'assurer que tous les aménagements soient réalisés conformément à ça pour éviter, en fait, d'endommager le site et de nuire aux espèces qui sont présentes. Et ensuite de ça, montage et dépôt des différentes demandes de permis. Et là, je m'arrête en vous disant qu'il est important de valider si le projet est assujetti auprès du ministère en amont. Donc, il y a moyen de les contacter pré-projet pour vous aider à monter le projet puis s'assurer en fonction du site s'il y a une connexion avec des milieux hydriques, c'est quoi votre projet, est-ce qu'il y a déjà des milieux humides, s'assurer que le projet est assujetti avant d'entamer tout le démarchage là, pour les demandes d'autorisation ministérielle. Il y a également demande à la direction des aires protégées qui va être pertinente si vous vous situez sur un site, non seulement une aire protégée, mais ça peut être également un site protégé grâce à une servitude, comme dans le cas du secteur Parchemin. Et demande de permis municipal si le site appartient à une municipalité. Oh, j'ai entendu un peu. Est-ce qu'il y avait une question? Non, ça va. Parfait. Donc ensuite, permis pour la capture d'animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune, donc plus connu sous le nom permis SEG, si vous devez manipuler des individus dans le cadre d'une des interventions de votre projet. Préparation du site en vue des aménagements. Ça aussi, c'est un très gros morceau. Donc, évidemment, il est important, les entrepreneurs vont avoir toute l'information géolocalisée, mais ça peut être très, très, très pertinent de venir baliser le site pour s'assurer que ce soit vraiment visuel. Donc, baliser les zones de circulation autorisées, donc des chemins d'accès temporaires.
Délimiter les zones d'empiètement temporaire, je parle ici en fait d'une zone autour des étangs qui sont projetés qui va permettre à la machinerie de travailler. Marquage des fossés de drainage à colmater dans le cas ici de parchemin. Marquage des zones névralgiques à éviter pour limiter la propagation des EVE. Donc, c'est sûr qu'on veut s'assurer de vraiment bien localiser ces endroits-là pour pas que la machinerie circule à l'intérieur puis répandre ensuite de ça les différentes espèces exotiques envahissantes s'il y a. C'est toujours préférable aussi dans la planification de vos projets, voir si vous pouvez vous arrimer avec d'autres projets ou inclure au même projet, finalement, le contrôle de ces espèces-là en amont. Donc, à tout le moins, au site où les aménagements sont projetés, de venir faire un contrôle pour assurer, en fait, s'assurer qu'il n'y ait pas une propagation qui soit faite. Puis, dans les devis aussi, la séquence de travail va être importante. Donc, on va planifier puis s'assurer de s'y tenir pour que l'aménagement soit fait sans propager les espèces. Donc, s'il y a des sites plus à risque, on peut les faire en dernier, ou sinon, c'est question de nettoyer la machinerie une fois que l'étang est terminé avant de passer au prochain étang. Ensuite, relocalisation des rainettes et autres amphibiens à plus de 30 mètres des étangs projetés, donc d'où l'intérêt de s'assurer d'avoir en main un permis SEG. Visite du site avec les entrepreneurs intéressés à répondre à l'appel d'offres. Donc, évidemment, c'est super important. Si on veut leur laisser la chance de prendre connaissance du site en amont, poser des questions, c'est important. Ensuite, une fois que l'entrepreneur est retenu, réunion de démarrage, documents contractuels, planifier puis partager les différentes responsabilités sur le chantier. Et enfin, achat et préparation du matériel. Dans le cadre de Parchemin, Naturaction Québec s'occupait de la signalisation sur le site et également de l'achat des différentes semences pour ensemencer sous les tapis anti-érosion. Donc, tout ça doit être planifié et commandé en amont. Et finalement, concrètement, il y a plusieurs aménagements qui ont été réalisés pour améliorer l'habitat de la rainette sur les lots du secteur Parchemin. Donc, création de 12 étangs qui possèdent les caractéristiques idéales pour la reproduction de la rainette. On a colmaté 23 fossés de drainage, dans le fond, aux abords des lots. Donc, comme le site était généralement en culture, en fait, il y a plusieurs années, il y avait eu différents fossés de drainage là, sur toute la propriété qui avait été creusée. Donc, en venant colmater ces brèches-là, on s'assure de garder l'eau sur le site sans toutefois occasionner une situation d'ennoiement qui est défavorable non plus. Puis, on a installé 2 dispositifs de contrôle de niveau de l'eau, donc des agri-drains qu'on appelle, à 2 endroits stratégiques sur la propriété. Donc, c'est des systèmes qui sont faciles d'utilisation, qui sont faciles à installer, qu'on va insérer dans la digue. Puis, ça nous permet en fait d'avoir toujours au moins 2 endroits sur la propriété où on a l'eau adéquate, une quantité d'eau adéquate pour la rainette. Donc, si on est en période de sécheresse, on va s'assurer d'avoir le plus d'eau possible. Puis, en période de précipitations importantes, inversement, on va s'assurer de faire écouler un peu l'eau pour que l'habitat soit propice puis que la température de l'eau soit assez chaude pour la reproduction de la rainette. Premier résultat, donc comme je le mentionnais, le projet est très, très frais. Donc, on a quelques premiers résultats intéressants, mais c'est au fil du temps qu'on aura davantage documenté. Donc, déjà, on a la création d'environ 5000 m² d'étangs, puis un gain en milieu humide d'environ 1816 m². Et je dis ici environ dans la mesure où c'est le plan d'aménagement qui a été fait, mais les relevés pour le tel que construit sont présentement en cours. Donc, il y a peut-être certains chiffres qui vont varier légèrement, mais on a quand même un bon gain en milieu humide, puis une bonne superficie d'étang pour la rainette, donc ce qui est intéressant. Puis, on était super heureux d'apprendre au début de la saison que 2 des étangs nouvellement aménagés contiennent la rainette. Donc, la rainette a été assez téméraire pour venir explorer 2 de nos étangs. Donc, on était bien contents. Puis, la végétation qui a été ensemencée commence déjà à émerger. Donc, l'ensemencement sous les tapis a porté fruit. Puis, on a ensemencé à d'autres endroits également où la terre avait été travaillée pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'espèces exotiques envahissantes qui viennent s'implanter. Donc, on veut que la nature indigène reprenne rapidement le dessus. Donc, c'est très encourageant. Juste avec ces résultats-là, puis les étangs ne sont pas faits depuis très longtemps. Là, donc, on est bien encouragé par tout ça.
Évidemment, dans le cadre de projets d'une ampleur de la sorte, il y a toujours quelques mesures correctives qui sont à prévoir et c'est tout à fait normal. Donc, comme les interventions se font sur sol gelé pour limiter l'impact sur non seulement l'habitat de la rainette, mais également sur le milieu en général et les espèces qui en dépendent, il y a certains ajustements qui peuvent être nécessaires au printemps suivant. Donc, on s'assure d'aller chercher toujours le matériel argileux pour pouvoir faire les étangs, s'assurer que ce soit étanche, mais lorsque le printemps et les belles températures reviennent, il peut y avoir certaines digues qui s'affaissent en dégelant. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est des choses qu'on peut prévoir en amont quand on développe des projets comme ça, s'assurer d'avoir le temps et les sous dans les années qui suivent pour ajuster, puis s'assurer que les aménagements répondent bien aux besoins de la rainette. Prochaines étapes à court terme, donc évidemment, on continue de suivre l'état des étangs comme ils sont fraîchement aménagés, il n'y a pas beaucoup de végétation, c'est très, très frais. Poursuite de la végétalisation du site, évidemment, on a des ensemencements qui ont déjà été faits cet hiver et qui ont repris au printemps. On a fait des ensemencements au printemps également et on compte faire une plantation dans le courant de cet été. Donc, évidemment, une plantation, je mets un petit bémol là-dessus. On vise des espèces qui sont adaptées à l'habitat préférentiel de la rainette. Donc, on évite de venir planter des arbres à proximité des étangs qui créeraient de l'ombre puis une canopée trop importante, comme ce n'est pas l'habitat qu'elle recherche. Et évidemment, les mesures correctives sur les aménagements qui sont prévus. Donc, suivi des habitats aménagés pour la rainette. Je les survole très rapidement avec vous, les différents éléments importants, comme on n'a pas encore entamé énormément ce volet-là. Donc, je commence en disant, évidemment, il est préférable de préserver les milieux de reproduction qui sont existants plutôt qu'en créer de nouveaux. Mais face à la perte importante d'habitat, puis la précarité de ceux qui demeurent souvent, ça peut être vraiment important puis intéressant de restaurer des habitats dégradés ou la connectivité entre ces milieux-là, puis de créer de nouveaux aménagements pour la rainette qui pourraient être recolonisés par la suite avec l'ensemencement d'individus. Puis ainsi, là, on vise évidemment à favoriser le rétablissement des populations de la rainette. Donc, avec tous ces beaux aménagements-là de restauration, il y a une étape qui suit qui est absolument essentielle, c'est documenter. Donc, documenter les expérimentations, effectuer le suivi des aménagements pour non seulement améliorer notre compréhension de ces milieux-là parce qu'ils sont très complexes, puis affiner aussi nos techniques d'aménagement au fil des années. Puis, dans le cadre des projets qui sont montés, j'ajouterais aussi partager les connaissances entre les différentes organisations là, pour s'assurer qu'on développe et qu'on affine nos techniques au mieux. Donc, évaluer le succès d'un aménagement, ça se fait sur plusieurs années. Je dirais même en continu pour certaines des mesures à prendre. Donc, il y a un plan d'acquisition de connaissances qui doit être établi. Puis, on doit s'y tenir pour avoir toujours des données cohérentes au fil du temps. Donc, quelques éléments de suivi qui sont importants que je survole rapidement. La conformité des aménagements réalisés par rapport aux plans initiaux, évidemment. Il y a certains éléments de suivi qui sont à court terme, d'autres qui sont à plus long terme. Utilisation des aménagements par la rainette. On veut savoir si l'hydropériode est favorable au maintien de populations de rainettes dans le temps. La végétation du site de reproduction spécifiquement, mais aussi en périphérie. Donc, comme je mentionnais, il faut s'assurer de vérifier au fil des années par rapport à la succession végétale. Donc, on ne veut pas que le site se reboise puis que la canopée soit trop importante au fil du temps. Donc, il y a des suivis puis des entretiens à faire en ce sens. Évidemment, vient avec ça l'ensoleillement dans les étangs aménagés. S'il y a trop d'arbres, il y a moins de soleil dans les étangs. La température réchauffe pas assez vite là, finalement pour correspondre aux besoins de la rainette. La qualité de l'eau, la présence de prédateurs et autres menaces apparentes. Donc, c'est important de mentionner que Nature Action Québec, dans le cadre de son projet, va vraiment réaliser ses suivis conformément aux protocoles qui sont standardisés et élaborés par le ministère. Puis, c'est ce qu'on vous recommande aussi si vous désirez créer des projets de restauration sur vos propriétés. Donc, sachez, pour ceux qui ne savent pas, il existe un recueil des protocoles standardisés pour le suivi des aménagements d'habitat pour la rainette faux-grillon.
Ce protocole, ce recueil de protocoles-là est présentement en cours de mise à jour et sera disponible à la fin de l'année 2025. Donc, on vous invite vraiment à utiliser les protocoles standardisés, évidemment, puis vous référer au ministère là, pour toute question à ce sujet-là. Donc, pour conclure, le projet de création d'étangs sur les propriétés protégées dans le secteur Parchemin, c'est un projet qu'on souhaite en fait que la création de ces milieux-là soit plus résistante, là. Donc, on veut des milieux plus résistants en contexte de changement climatique, donc en ayant une quantité d'eau un petit peu plus importante, mais tout de même adaptée à la reproduction de la rainette. Ça permet de rendre les aménagements plus résilients, surtout s'ils sont connectés entre eux. On souhaite avoir un environnement de meilleure qualité puis qui va apporter de nombreux services aussi à l'ensemble de la collectivité. Ce projet-là, comme on avait plusieurs options devant nous, on a tenté plusieurs choses. C'est vraiment un projet qui se veut un projet vitrine sur la restauration des milieux humides au bénéfice d'espèces menacées en contexte périurbain, donc au bénéfice de la rainette, mais de plusieurs espèces menacées, comme la rainette est une espèce dite parapluie, donc en protégeant son habitat, on protège aussi d'autres espèces. Et ce qu'on souhaite énormément et ce que Canard Illimité souhaite également, c'est que ce projet-là soit une source d'inspiration pour pousser d'autres organisations, d'autres municipalités à agir pour contribuer au rétablissement de la rainette, mais aussi accélérer la restauration des milieux naturels dans le sud du Québec. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez trouver ces informations-là enrichissantes et que ça vous donne, ça vous rassure, que ça vous donne envie, vous aussi, là, de développer des projets de restauration au bénéfice de la rainette. Puis, sachez que si vous souhaitez échanger sur le projet à Parchemin ou au sujet d'une opportunité de projet de restauration que vous avez, vous pouvez communiquer avec moi. Je vous laisse mon courriel ici dans la présentation. Donc, ça m'a fait bien plaisir. Puis, j'espère que vous avez trouvé ça enrichissant. Merci beaucoup, Lauralie. Super intéressant. Moi, je proposerais qu'on passe à la période des questions. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ont des questions dans la salle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, lever la main, puis ouvrir votre micro. Puis, juste avant de commencer, il y a déjà une question dans le chat, donc je me permets. Là, il y a Julien Michel Blondin-Provost qui voulait peut-être avoir un petit peu plus d'informations sur les caractéristiques spécifiques nécessaires là, pour l'habitat de reproduction de la rainette. Donc, exemple, hauteur de l'eau, type de végétation et tout ça. Donc, un petit peu plus d'infos, mais ou sinon, c'est où est-ce que cette information-là, j'imagine, peut être trouvée aussi. Oui, mais ça va me faire plaisir. Je peux faire un petit topo. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez, il existe en fait un guide sur les modalités d'aménagement pour des habitats de reproduction pour la rainette. Donc, tout ça a été fait par le ministère en collaboration avec d'autres partenaires, notamment Véronique Vermette, que j'ai vu passer tout à l'heure. Donc, je peux vous mettre le lien si vous souhaitez dans la conversation ici. Mais sinon, il y a plusieurs paramètres. Donc, c'est sûr qu'on veut un bon niveau d'eau. Nous, ce qu'on a visé dans le cadre de Parchemin, c'est autour de 40 à 50 cm pour avoir un petit peu plus d'eau. Donc là, c'est le test qu'on souhaite faire en contexte de changement climatique. On voulait avoir un petit peu plus d'eau pour s'assurer que l'habitat reste adéquat. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus, comme je le mentionnais, quelqu'un a déjà mis le parfait, merci. Donc, on ne veut pas avoir d'arbres trop près. Donc, en général, l'habitat de la rainette, il y a l'étang de reproduction en soi, mais il y a un habitat terrestre de 250 mètres sur le pourtour. Puis cet habitat-là est pertinent pour l'alimentation des adultes, mais aussi pour l'hibernation. Donc, on veut une litière de feuilles. C'est correct, des arbustes pas trop près de l'étang pour avoir une litière de feuilles pour l'hibernation, mais éviter d'avoir une canopée trop importante. Ça, c'est certain. Puis la végétation émergente au cœur de l'étang, c'est important puisqu'elle va venir y attacher ses œufs. C'est également une façon pour elle et les petits là, de se cacher, mais ça prend une certaine quantité d'eau libre pour faciliter la nage. Fait que c'est sûr, je dis comme ça fait beaucoup de facteurs, beaucoup de choses à penser, puis beaucoup de choses que je me dis, donc quand je vais faire mon étang, je ne le verrai peut-être pas tout de suite. Donc, c'est beaucoup, d'où l'importance de faire nos suivis au fil des années pour s'assurer que l'habitat demeure adéquat pour la rainette. Mais je vous invite vraiment à lire le guide, là, il est super complet. Puis c'est un guide vraiment pertinent si vous envisagez de développer des projets comme ça chez vous. Super, on a une autre question de Marie-Christine Delmar.
Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je me demandais, dans des projets comme ça, il y a quand même un bon niveau d'incertitude. Puis, vous l'avez mentionné un peu, là, il faut se prévoir des sous et du temps pour les suivis, les mesures de correction. Mais OK, ça ressemble à quoi ce niveau d'incertitude-là? Puis aussi, tu sais, qui est un peu responsable si on voit qu'il y a quelque chose que, tu sais, l'implantation des espèces exotiques envahissantes, est-ce qu'on va se tourner vers l'entrepreneur qui n'a pas bien fait son travail ou les niveaux d'eau sont pas au rendez-vous, est-ce que là, on se tourne vers le concepteur du projet? Donc, comment est-ce qu'on navigue un peu dans ces incertitudes-là, puis le niveau de risque aussi par rapport aux différents intervenants? Donc, j'étais curieuse d'avoir peut-être un portrait un peu en termes de ça dans votre projet, là. Mais c'est sûr que dans le cadre de notre projet, comme je l'ai mentionné, c'est frais fait. Donc, on n'a pas encore eu le temps de naviguer dans toutes ces incertitudes-là, mais c'est surtout de les planifier. Donc, déjà, quand on fait un projet, on s'assure de développer un projet qui est vraiment pluriannuel, puis on prévoit déjà au moins, nous, on a déjà 3 années de suivi qui sont financées dans le cadre du projet. Donc, c'est sûr qu'on planifie, quand on planifie avec la firme d'ingénierie, si on a des partenariats avec d'autres organismes, avec également l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, puis ça dépend de qui, avec qui vous faites affaire, là. Mais de prévoir au moins des sous puis du temps l'année d'après. On assume, dans le cadre de Parchemin, on a assumé qu'il y aurait des mesures correctives à faire. Puis dans le cadre des suivis, c'est impossible en fait de savoir comment le milieu va répondre en fonction d'où on est, de comment les aménagements ont été faits. Puis également la végétation qu'on vient implanter par la suite. Donc, les suivis sont vraiment nécessaires. Puis ensuite de ça, c'est pas de savoir qui a fait quoi pour quelle raison, mais plus de s'assurer quand on regarde nos suivis, comment ça répond, comment la rainette occupe le milieu, puis là, de s'ajuster. Donc, on a constaté, par exemple, dans les étangs 7, 8, puis 12, bien là, elle y va. OK, il y a plus de végétation émergente. On constate qu'il y a toujours, je donne un exemple, 35 cm d'eau ou à peu près. Les arbres sont assez loin, mais il y a des arbustes. Donc, c'est vraiment de venir voir comment les aménagements vont prendre leur place tranquillement, puis on va essayer de répliquer les endroits où on constate que ça fonctionne. C'est surtout ça qui est l'objectif, mais vous avez raison, c'est beaucoup d'incertitudes, il y a rien de parfait, puis c'est ça de travailler avec du vivant, finalement, de travailler avec du vivant, donc on doit s'adapter, puis il est toujours possible, dans le cadre d'autres phases du projet, d'aller chercher d'autres financements, puis de dire, il y a quelques années, on a fait des aménagements, on constate certaines choses, on a fait beaucoup d'apprentissages intéressants, puis on constate qu'il y aurait des mesures correctives à faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire financer? Puis là, continuer d'étudier ce site-là pour parfaire nos connaissances puis nos techniques. Mais effectivement, il n'y a rien de parfait. C'est beaucoup de voir où est-ce que la rainette répond le mieux, finalement, qui va nous aider. Puis c'est pas fait l'année suivante, évidemment. Merci. J'espère que ça répond bien ou en partie. Ben, Jevin, c'est sûr que vous allez faire des suivis, partager justement ce que vous notez, les retombées, tout ça, parce que de ma compréhension, il n'y a pas encore eu beaucoup de projets de restauration. C'est encore justement à l'étape de tester la recette, voir qu'est-ce qui marche moins bien. Il faut profiter de ces projets-là pour partager, puis après, ça va être plus facilitant pour les autres de repartir un peu là, de la même méthodologie. Je vois Dominique, il y avait une question. Vas-y, Dominique. Oui, ben c'est peut-être plus technique, là, mais je me demandais pour ce qui était de la relocalisation là, de la rainette. Puis là, c'est parce que je compare à un projet qui est peut-être plus pour le contrôle là, des espèces exotiques envahissantes. Je me demandais, tu sais, est-ce que vous avez utilisé des barrières là, justement d'exclusion? Comment ça fonctionne? Puis je sais pas si tu avais un peu une idée des coûts là, de ces barrières-là. Là. Si Dans le t'as cadre tout du ça. projet, on n'a pas eu à en installer. Puis ça, tout est une question de timing, finalement. Donc, on a toujours été accompagné là, de Lynn Boutier du ministère pour ça. Donc, dans le cas d'un projet qui aurait été fait, disons, plus à l'automne, donc il faut toujours attendre que la reproduction de la rainette soit terminée, ça aurait pu être possible de travailler à l'automne, donc à partir du mois de novembre, je dirais, en fonction des demandes d'autorisation, du contexte du projet, des partenaires. Donc, il y a énormément de facteurs. Donc, à ce moment-là, il aurait pu être pertinent, effectivement, de mettre des clôtures d'exclusion autour de chacun des étangs projetés. Puis là, la suite de ça, c'est de faire plusieurs visites, puis un protocole pour ça également du ministère, faire plusieurs visites, puis s'assurer que toutes les espèces qui sont prises là, au bord
des clôtures, finalement, qu'elles soient relocalisées. Puis là, on dit 30 mètres minimum pour pas qu'elles reviennent rapidement. Mais la clôture sert à ça aussi. Donc, dans le contexte de parchemin, les travaux étaient prévus l'hiver. Donc, même si on avait mis des clôtures, il n'y a plus beaucoup d'activités. Une fois qu'on était en mesure de venir faire ces installations-là, il n'y avait plus beaucoup d'activités des amphibiens à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de faire une battue, puis de prendre les individus, puis d'aller les relocaliser pour s'assurer au mieux qu'il n'y en ait pas qui restent sur le site. Mais ça dépend du timing du projet. Ce n'est pas toujours pertinent. On nous avait recommandé de ne pas mettre de clôture pour rien. Donc là, les coûts, ça peut être assez important en fonction du nombre d'étangs, mais c'est quand même assez facile, c'est très accessible, là, puis ça devrait pas, c'est pas ce qui va faire jouer l'acceptation ou non du projet, là, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la Merci. salle? Moi, j'en aurais une, si je peux me permettre. Je me questionnais, les lots aux alentours, les lots voisins, c'est qui sont les propriétaires? Ça ressemble un peu à quoi? J'étais curieuse de savoir si ça a été nécessaire ou si c'est pertinent là, de faire des démarches auprès des propriétaires de lots voisins de ce genre de projet-là pour les aviser ou s'assurer qu'il n'y a peut-être pas nécessairement des conflits avec le projet ou peut-être des activités qui sont faites dans les lots voisins qui pourraient avoir des répercussions peut-être sur le territoire ciblé du projet. Là. Donc, je sais pas si c'est un petit peu plus d'infos par rapport à ça. Bien, c'est sûr qu'il y a une analyse du territoire qui est faite. Quand on va choisir le site, on va regarder ça aussi. Donc là, on était dans le RCI, donc on est protégé sur, pour l'heure, en fait, des développements industriels ou agricoles, choses comme ça, dans le secteur. Donc, c'est déjà un lot qui est protégé. Puis, c'est sûr que c'est pertinent de faire des communications sur le projet, mais on n'a pas été appelé les propriétaires ou les producteurs en personne finalement. Donc, il y a eu du rayonnement qui a été fait en amont pour annoncer le projet, pour s'assurer que les gens, en fait, soient en mesure, là, s'ils ont des questions, de nous approcher, puis de partager leurs inquiétudes ou quelques inquiétudes que ce soit ou commentaires. Donc, ce n'est pas non plus un appel à chacun là, qui a été réalisé. Donc, on avait déjà le pédigré du site, on savait déjà que c'était les caractéristiques favorables, que les voisins qui avaient pas que le lot n'était pas enclavé non plus. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas aller viser des sites où les lots sont enclavés. Donc, sur le coup, quand on regarde sur le site, ça peut avoir l'air pertinent pour la rainette, mais si la connectivité n'est pas du tout là, si on n'est pas capable de rejoindre d'autres populations ou d'autres métapopulations du tout, c'est sûr que là, c'est un enjeu pour ce qui est de la pérennité des aménagements. Donc, évidemment, il faut faire l'analyse du site au complet, puis oui, transmettre l'information au grand public, là. C'est ça qu'on a fait dans le cadre de Parchemin à l'occasion de communiquer. On a aussi fait certaines publications là, à l'occasion du démarrage du projet, là. J'ai vu passer dans le chat une question très spécifique, mais il y a quelqu'un qui serait curieux d'avoir juste un ordre de grandeur un peu des coûts associés. Puis tu as parlé du projet, c'est environ 5000 m² d'habitat restauré. Donc, un ordre de grandeur un peu des coûts, puis peut-être aussi les ressources, là, les effectifs nécessaires là, pour l'équipe de mise en œuvre aussi. Là. Je ne sais pas si tu es en mesure de répondre. Bien, en fait, les coûts associés vraiment à la création des aménagements sur le site, donc ça, là, on n'a pas encore fait l'évaluation, comme je mentionnais, le tel que construit. Donc, il y a toujours des ajustements qui sont à faire par après, puis on doit inclure aussi là-dedans les mesures correctives. Mais les travaux qui ont lieu cet hiver étaient à la hauteur d'un peu plus de 140 000 $. Puis, évidemment, ça prend les différents partenaires, finalement. Il y a une chargée de projet, mais il y a toute l'équipe avec nous qui s'occupe des validations sur le terrain, donc des techniciens qui vont aller faire les différents suivis sur le site également. Donc, ça peut aller à la hauteur. Nous, on avait 12 étangs, puis on a colmaté des brèches. C'est sûr que le colmatage de brèches était fait en même temps, là. Donc, c'était la hauteur des coûts cet hiver. Il va y avoir un petit supplément, bien évidemment, pour tout ce qui est mesures correctives qui ne sont pas encore évaluées à l'heure actuelle. Et merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dominique, vas-y.
Merci. J'en aurais une autre, dans le fond, pour les mesures correctives. Là, ben là, j'imagine les étangs qu'il y a déjà de la RENET qui n'ont peut-être pas de mesures correctives, mais dans un... Mettons qu'il y en aurait, qui seraient revenus, mais qu'il y aurait quand même des mesures à faire, comment ça fonctionne, comment que... Est-ce qu'il faut les relocaliser encore, puis là, faire les mesures, c'est l'hiver? Je sais pas si je suis claire dans ma question. Mais à l'occasion du présent projet, ce qu'on vise, c'est de faire les mesures correctives à l'automne. Donc, évidemment, au mieux, on va travailler l'hiver pour s'assurer de ne pas endommager le site, mais comme je mentionnais, le matériau argileux, finalement, le matériel argileux, ça peut avoir un impact rendu au printemps. Donc là, en faisant les mesures correctives pour s'assurer de les faire une fois, évidemment, on va y aller plus à l'automne. Donc là, oui, évidemment, il va falloir prévoir relocaliser les espèces, s'assurer qu'il n'y ait pas de petites traînettes sur les sites visés là, au moment des aménagements. Donc, c'est sûr que c'est nécessaire malgré tout. C'est une étape en plus, mais comme on doit faire les mesures correctives, on veut s'assurer que la rainette ne soit pas sur place à ce moment-là. Je sais pas, je vois des trucs qui passent dans le chat. Je comprends bien la question. Est-ce que c'est possible de faire ce genre de projet-là dans des sites qui sont sous décret fédéral, la RENET? Est-ce que c'est un permis particulier fédéral qui est requis ou... Bien, je vais parler dans le cadre, comme ce projet-là s'inscrit dans l'Initiative québécoise pour la protection. Donc, dans le cadre du Fonds RENET, il n'y a pas de travaux de restauration qui sont admissibles dans les zones de décret. La protection non plus. En fait, la restauration pourrait être admissible, mais c'est plus laborieux, je pense, là, dans le cadre des différentes demandes d'autorisation. Donc, nous, on ne l'a pas vécu dans le cadre du projet de l'Initiative québécoise. Donc, la protection de site n'est pas permise en décret. De mémoire, il me semble que la restauration, oui, mais c'était peu recommandé. J'ai également Véronique Permette qui demande ce serait quoi la durée idéale de prise de données pour hydro avec les piézos et c'est quelle période qui a été appliquée dans le cadre du projet? Dans le cadre du projet, évidemment, là, tous les astres étaient alignés. En fait, on avait vraiment une belle opportunité à saisir. Donc, il y a eu des grands financements qui se sont libérés. Donc, nous, on a sauté sur l'occasion, évidemment. Donc, à l'automne 2023, lorsqu'on a décidé de monter le projet, finalement, on a tout de suite installé les socles pour les piézomètres, puis on est allé installer les piézomètres le mois de mars d'après. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, si c'est un projet, un site qui est déjà protégé depuis longtemps, qui existe depuis longtemps, c'est préférable d'avoir des données hydrologiques en amont de ça. Donc, ça, nous, on a commencé à faire ça dans le cadre des propriétés protégées chez Nature Action au Québec, donc de mettre des piézomètres pour connaître l'hydrologie du site. Puis, si un jour on voit une opportunité pour faire un projet de restauration au bénéfice de la RENET, on a plus de données. Là, c'est sûr, ça, c'est le monde idéal. Donc, nous, on a commencé à prendre nos données au mois de mars, puis on a fait les travaux finalement là, à l'hiver 2025. Donc, on n'avait pas énormément de données prises avec nos sondes, mais on connaissait déjà beaucoup le site depuis plusieurs années, les milieux humides, les différents lits d'écoulement auxquels on avait accès, évidemment. Puis, avec les différents relevés techniques avec la firme d'ingénierie, on voyait là, le sens d'écoulement, les différentes baissières. Donc, on voyait les opportunités, finalement, où ce serait plus prometteur d'aller faire des étangs, puis aussi que la connexion entre eux se fasse naturellement avec le petit ennoiement qu'on venait ajouter. Mais dans un monde idéal, c'est sûr que d'avoir des données hydrologiques en amont, c'est préférable. Donc, pour la première partie de ta question, puis sinon, c'était le suivi, c'est ça, hydrologique par après? Ben, c'était plus, là, tu parlais de la durée idéale là, pour la prise de données, mais vous, c'est ça, c'est sur quelle période ça s'est échelonné, là, la prise de données? C'est ça, exact. Mais nous, on va continuer de faire le suivi hydrologique en continu par après pour s'assurer que le site répond toujours bien, que les aménagements sont adéquats pour la RENET.
Donc, on souhaite garder ces suivis-là dans le temps. Puis, ce qui est avantageux dans le cadre du projet Parchemin, c'est que notre équipe de gestion des propriétés va venir faire le suivi en continu au fil du temps. Donc, c'est des suivis qu'on peut ajouter finalement à l'intendance qu'on fait déjà sur le site. Super. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à écrire dans le chat. Moi, j'en ai une autre question pour toi, Laurelie. Tu m'as fait penser, dans une de tes diapos, tu avais une belle petite photo d'une grenouille des bois. Oui. Puis, ça m'a fait me questionner sur un peu c'est quoi le processus de réflexion, de justement prise en compte des autres espèces. Je devine que de la restauration d'habitat comme ça, c'est sûr que ça bénéficie d'autres espèces, mais il y a peut-être des éléments qui peuvent être nuire. Donc, je suis curieuse un peu comment c'est réfléchi, puis est-ce que dans ces cas-là, la rainette, comme elle est plus en danger, est-ce qu'elle prend de prédominance ou il y a vraiment comme une bonne balance, un équilibre qui est fait dans la conception des plans et de vie? Les plans ont vraiment été réalisés pour avoir un habitat préférentiel pour la rainette, qui est l'espèce menacée qu'on visait non seulement dans le cadre du grand financement, mais du projet. C'est sûr qu'on ne va pas faire un point de nuire à d'autres espèces, mais les étangs aménagés ne nuisent pas à d'autres espèces. Donc, d'où l'intérêt de venir travailler l'hiver, c'est que la période de reproduction de la rainette est terminée depuis longtemps, mais les oiseaux aussi qui migrent ont déjà quitté. Puis l'espèce, en fait, la rainette est une espèce parapluie. Donc, en fait, en créant des habitats qui sont favorables pour elle, on vient favoriser finalement la présence d'habitats qui sont favorables pour d'autres espèces, notamment plusieurs espèces qui vivent en milieu humide. Puis la petite rainette, c'est sûr qu'elle est importante, mais toutes les autres espèces le sont aussi. Puis la grenouille des bois, effectivement, en fait, quand on a fait de la relocalisation, bien, évidemment, on va aussi s'assurer de relocaliser tous les autres amphibiens qu'on va trouver sur le site. Donc, c'est d'où la petite photo, dans la présentation. Parfait, merci. Il y a une question dans le chat à savoir est-ce que toutes les informations que tu présentes, plus les infos détaillées du projet, est-ce que c'est disponible sur votre site web? Sur le site web, il y a quelques informations sur le projet, notamment par rapport aux différentes publications qu'on a fait. Sinon, il y a certaines petites capsules qui ont été publiées sur les réseaux sociaux de Naturaction qui parlent un petit peu du projet, mais de la restauration en général. Puis sinon, cette présentation-là pourra vous être partagée si vous le souhaitez. Merci. Excuse Dominique, je donne la parole en premier. Marie-Christine Dubé qui inquiète. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Oui. Alors, moi, je suis un peu donc en retard dans les nouvelles parce que j'ai déjà fait du bénévolat pour la Rainette Faugrillon de l'Ouest, mais ça fait quand même plusieurs années. Là, je voulais profiter que vous offriez cette conférence pour me mettre à jour, mais je me rends compte que je ne comprends pas bien c'est quoi les aménagements qui sont possibles. J'imagine qu'on peut aller voir sur le site de Naturaction Québec, comme tu viens de parler, pour avoir plus d'informations, parce que je ne comprends pas l'idée, par exemple, de mettre une clôture ou comment faire pour exclure ou inclure les autres espèces. C'est ça qui me posait un peu qu'il y a des questions là. Mais en fait, le site n'est pas ouvert au public pour le moment, comme c'est un site qui est protégé. C'est sûr que si vous avez un intérêt, moi, je suis encore disponible, comme j'ai mentionné, je donne mes coordonnées si jamais vous souhaitez me contacter pour avoir de plus amples informations ou qu'on prenne plus de temps sur certains aspects du projet pour vous aider à construire les vôtres aussi. Ça va me faire plaisir, mais le site, pour le moment, n'est pas ouvert au public, malheureusement. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'aspect de conservation, quand vous parliez de la clôture, tout à l'heure, il y a quelques questions. Est-ce que dans tous les cas, quand vous faites une aire aménagée pour la rainette, est-ce que vous mettez toujours une clôture ou non? Parce que est-ce que des fois, il y a plus de risques d'avoir trop de prédateurs? Ou l'idée de la clôture, j'imagine, c'est d'exclure certains prédateurs. Oui, c'est en fait, quand on fait la reproduction, par exemple, je mentionne le projet qui se déroule à Saint-Bruno, ça peut être utilisé dans d'autres occasions. Pour Parchemin, nous, on ne fait pas de réensemencement. Donc, comme les projets étaient très frais puis qu'on n'avait pas finalement de petites rainettes, finalement, de têtards dans les étangs, c'était pas en raison des prédateurs, c'était vraiment pour s'assurer
en amont des aménagements que la rainette reste pas prise sur le site avant que l'appel mécanique vienne travailler. Donc, ce qu'on faisait, la clôture servait finalement à faire le ménage, si on veut, pour s'assurer de repérer plus facilement les rainettes ou autres amphibiens coincés sur le site, puis de les relocaliser dans le cadre du présent projet, mais ça peut être utilisé pour empêcher les choses d'entrer aussi, les autres espèces d'entrée, probablement dans le cadre de projets où là, on fait vraiment la reproduction de la rainette sur le site des étangs, là, dans des mésocosmes qu'on appelle. Mais ça, c'est pas ma branche. D'accord. Merci. Je mentionnais, c'est peut-être ça la confusion, je ne suis pas sûre, mais tu sais, j'imagine les barrières qui sont retirées, là, c'est juste temporaire là, en prévision des travaux, tout ça. Exactement. Donc, on va les enlever avant les travaux, évidemment, pour être capable de circuler. Puis, on ne les remettra pas par la suite là, parce qu'on veut que les rainettes viennent explorer l'habitat. Merci, j'espère que ça répond bien. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Dominique, c'est ma collègue, parce que pour ça, je me suis fait faire passer pour ça tantôt. Mais Dominique, tu peux poser ta question, vas-y. Mais oui, tu fais bien. Moi, je me permets de poser pour alimenter la conversation. Je me demandais si tu avais un délai là, à recommander pour la demande du permis SEG, puis le début des travaux, là, si ça avait été long de votre côté avant de le recevoir, ou si c'était quand même rapide. Ou... Là, tu parles bien du permis SEG ou tu parles des demandes d'autorisation en général ou la demande d'autorisation ministérielle? Permis SEG pour déplacer les espèces. Parfait. Donc, en général, le permis SEG, ce qui est indiqué en fait sur le site du ministère, c'est une dizaine de jours ouvrables, mais je vous dirais qu'ils sont très efficaces. Donc, il faut le prévoir d'avance. Moi, je pense que c'est préférable de le faire au moins un mois avant de devoir même plus là, les interventions pour s'assurer qu'on a le temps puis qu'on est prêt parce que c'est vraiment primordial d'avoir ce permis-là en main puis que les personnes qui vont manipuler les individus soient inscrites sur ce permis-là. Mais en général, c'est un processus qui se fait très bien. C'est assez rapide. Il faut juste le prévoir pour mettre les chances de notre côté. Il reste juste quelques petites minutes. Il était 51. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore dans la salle. J'en ai d'autres si jamais. Je me demandais, puis c'est peut-être un petit peu niaiseux comme question, mais tu mentionnais, j'ai cru comprendre, vous avez fait 12 étangs, c'est ça? Ou en tout cas. Mais tu mentionnais qu'il y en a deux que là, vous avez remarqué, là, deux nouveaux étangs, qu'il y avait de la rainette. J'imagine que c'est les étangs vraiment à proximité de ceux déjà qui étaient déjà en place, ou est-ce que vous avez vu par hasard une petite surprise qui finalement ils étaient peut-être un petit peu plus loin que ce à quoi vous attendiez? Donc, la rainette est plus présente au sud, puis il y a des étangs. Évidemment, un étang qui fonctionne, on ne touche pas. On laisse vraiment l'habitat tel quel. Donc, les rainettes ont colonisé effectivement l'étang qui est un des étangs le plus près, finalement, de la portion où la rainette est déjà présente, mais ils ont quand même sauté un étang, puis l'autre étang qui a été, où on a remarqué là, des mâles chanteurs, là, était un petit peu plus loin. Donc, il avait envie de se promener. C'est ça. Donc, quand même, c'est sûr que ça va monter en toute logique vers le nord, d'où l'intérêt d'avoir un site où la connectivité est déjà présente un minimum là, pour assurer une colonisation naturelle. Ben, c'est intéressant, c'est surprenant quand même de voir que, bon, on s'entend, c'est ça, comme tu dis, ils ne circulent pas beaucoup, ils sont plus petites espèces, mais ils sont quand même un petit peu opportunistes. Des fois, ils se promènent un peu et ils peuvent sélectionner d'autres étangs que ceux vraiment à proximité. Hiberner proche, on ne sait pas. Ouais, aussi. OK. Bon, super. Je laisse la chance peut-être encore. Il y a des questions, n'hésitez pas aussi dans le chat là, si vous n'osez pas, vous êtes pas à l'aise d'ouvrir votre micro pour parler. Il y avait d'autres questions avant qu'on conclue. C'était bon. Ben écoute, ben, c'est parfait. De toute façon, il était presque 55. On est dans les temps. Je vous remercie beaucoup, beaucoup tout le monde. C'est super intéressant. Je l'avais mentionné au début, mais ceux qui ont manqué, dans le fond, inquiétez-vous pas, là, la présentation va vous être partagée. Puis on va s'assurer ici de voir qu'on puisse la mettre en rediffusion sur notre chaîne YouTube, là, si vous voulez la réécouter ou la partager à des collègues, là. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Puis un gros, gros merci à Lauralie. C'est très apprécié ton temps et ton expertise que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Donc, un gros merci à tous. Puis je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Merci à vous pour Bravo, votre écoute. Laurelie. N'hésitez pas. Merci. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. C'est sûr que dans le cadre d'un webinaire, on se concentre sur l'essentiel, mais ça va me faire bien plaisir là, qu'on échange ensemble. Merci.